Gojo Satoru est le plus fort, on le sait, mais surtout, il aurait pu esquiver le coup fatal face à Meguna, le Sukuna dans le corps de Megumi, s'il était dans son état normal. Et donc, il aurait pu gagner. C'est ce que nous annonce Gege Akutami dans sa dernière interview, remuant le couteau dans la plaie. Et ça change tout, ça rebat les cartes. Le plus fort n'est en réalité pas le plus fort qu'on croyait. La défaite est due à une inattention. Trump va créer une nouvelle crise économique. Les Chinois sont fâchés. Plus sérieusement, peut-être qu'au final, cette déclaration de Gege Akutami ne change pas grand-chose et change tout à la fois, simplement car elle nous permet de mieux comprendre le manga. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour analyser l'interview qui brise internet et le cœur des fans de Gojo. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, on se tient au courant pour chaque grosse info Jujutsu Kaisen. Et oui, je suis au Laos, donc je ne montre pas ma tête, j'ai une énorme vidéo qui devrait arriver cette année sur Jujutsu Kaisen. Oui, Jujutsu Kaisen n'est pas mort. Et bien sûr, décryptons toutes les informations que nous a offertes cette interview qui a eu lieu pour l'exposition en l'honneur du tome 25 de Jujutsu Kaisen. Je tiens à vous prévenir dès le début, la source est fiable mais pas précise non plus, car ce sont des propos rapportés et écrits nulle part, hormis dans la tête de ceux qui étaient présents. On fait ça de l'info la moins intéressante à la plus intéressante. Et déjà, au propos de Takaba, il y a bien une référence à Bobo. Ceux qui ont suivi les reviews et théories le savent, que ce soit au niveau des titres de chapitres ou même de la mort de Gojo. Ça se voyait, il n'a jamais réellement compris le Jujutsu Takaba et les techniques même, et c'est fou de se dire qu'il a battu Kenjaku comme ça, ou en tout cas a grandement participé à sa défaite. Et d'après l'auteur, sa robe blanche montre qu'il ne peut plus utiliser l'exorcisme désormais, il est mort en tant qu'exorciste. C'est juste un humoriste pas ouf. Bon, et bien sûr, il y a des informations sur la pub Fanta, mais c'est pas grave. Utaime, elle devait être sur cette page. J'avoue que c'est dommage parce que personnellement, je demande que ça, plus d'interaction entre elle et Gojo, les anciens de l'ancienne génération. Au passage, tout se termine à Shinjuku, à cet endroit précis, car il y a des buildings symboliques là-bas. Voilà, en fait, Gege Akutami, on a compris, tu voulais juste détruire des buildings. Du côté de Megumi, on apprend qu'il est basé sur Megumi Wanibuchi, qui aime sa grande sœur, et Rukia de Bleach. Certains disent qu'ils ne voient pas le rapport encore avec Uryu ou Sasuke de Naruto, peut-être qu'ils le verraient, mais en tant que mec, moi qui a grandi avec Bleach et qui adore l'œuvre, même si j'en vois ses défauts, mais je vais me faire insulter si je parle, bah je comprends le rapport car Rukia pour moi aura toujours ce côté prêt à accepter son destin avec l'arc de la Soul Society quand elle ne tentait rien pour survivre à son exécution, et Megumi Fushiguro semble avoir été porté par son destin et accepter ce qu'on lui imposait au bout d'un moment, tout en ayant sa vie liée à sa figure fraternelle bien évidemment. Et bon, pour le côté sacrificiel, est-ce que je dois faire un dessin? Bref, j'ai compris la ref, et Gege Akutami nous dit que le sort de sa sœur était scellé depuis le début. Ce qui s'entend en fait, c'est surtout le côté aucun développement sur Tsumiki qui était perturbant. Elle est arrivée en mode « Salut, c'est moi !» Non, c'est pas moi. Concernant la scène de l'aéroport, elle aurait été inspirée d'une scène de l'anime, celle où Gojo et Geto marchent, car en parlant avec le directeur de la saison 2 qui cherchait à rajouter un petit moment d'émotion, bah ça l'a marqué, et en même temps on les voit dans cette scène de l'anime marcher vers le nord, vers un aéroport. Comme quoi, le manga a influencé l'anime, parce que c'est le matériel d'origine, mais aussi inversement. Là, on commence à partir sur ce que je trouve particulièrement intéressant, la raison pour laquelle le combat final est un 1v1 avec plusieurs personnages face à Sukuna, c'est que l'auteur estime que même si plein de gars sautent sur un mec, au final ça termine toujours en 1v1, car les plus faibles tomberont d'abord. Du côté de Hana, ou plus précisément de l'ange, on apprend que c'était un exorciste du Moyen-Orient, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce qu'à l'époque, elle est venue voir Sukuna car il était le déchu? D'ailleurs, on n'a toujours pas d'explication pour ce surnom. Y avait-il une divinité à protéger au Japon, d'où le fait qu'elle soit venue? Et l'auteur a dit qu'elle a dû venir ici en volant. Mais ça me fait rêver, encore une fois, d'un flashback sur l'ère Heian en mode JJK0. Il nous le faut, c'est déjà une véritable folie, puisqu'il y a des exorcistes d'autres
pays comme l'Ange qui sont arrivés. Quand même, c'est complètement fou. Je crois aux préquels. Et donc, venons-en au gros sujet. Et enfin, avant ça, il y a eu aussi une fausse déclaration comme quoi Kenjaku nécessitait que tous les persos le combattent, sinon Yuta aurait terminé comme Miwa. Ça, c'est juste une fausse info qui tourne pour nous faire rager, nous, les fans de Yuta, sûrement. Mais gardez ça en tête, si vous l'entendez quelque part, c'est faux. Et donc, très exactement, d'après Gege Akutami, concernant la mort de Gojo face à Sukuna, si c'était le Gojo habituel, il aurait probablement senti quelque chose et aurait au moins esquivé le coup fatal. Ce qui veut bien dire que la découpe du monde aurait donc pu être esquivée par Gojo, et il a perdu en baissant sa garde. D'après Gege Akutami, la découpe a eu lieu juste après la phrase « Gojo a gagné ». Il a baissé sa garde car Makora était éliminée et il pensait que Sukuna n'avait plus de moyens de contrer l'infini désormais. Alors déjà, pour analyser le truc, dans un premier temps, je tiens à dire que Gojo baissant sa garde, ce n'est pas fou, il était shooté au rayon noir. Plus sérieusement, je vous rappelle que Gojo est sous l'effet d'un rayon noir, a son soin de retour et vient de lâcher une attaque finale, alors que Sukuna, qui est devant lui, pisse le sang, il lui manque une main, une jambe et une partie de la tête après le violet kamikaze. Il n'a donc plus d'extension de territoire en plus, ne peut plus se soigner théoriquement et n'a même plus Makora. Dites-vous qu'à ce moment-là, ce qu'a fait Sukuna était un move impensable, peut-être un move de génie, mais juste inenvisageable. Sortir sa meilleure technique jamais vue dans cet état, il a copié la découpe du monde et l'a utilisée pour la première fois ici. Et en plus, c'était même pas une technique normale parce que directement, dès la première fois où il a utilisé, il a sacrifié la capacité. Il a directement mis plein de restrictions dessus. Donc là, c'était une capacité surboostée qui n'avait aucun sens qui était devant Gojo. Il est passé de là, il lance l'attaque sans prévenir, à devoir, à cause de ces restrictions, utiliser ses membres, devoir réaliser des champs et même montrer la direction de l'attaque en la pointant pour utiliser la capacité. C'est passé d'une capacité puissante à un truc esquivable même pour les élèves par la suite. En fait, pour se rendre compte de la folie, c'est que théoriquement, sa restriction, c'était j'utilise cette technique ultime en mode invisible pour que Gojo ne la voie pas et je ne pourrai plus jamais l'utiliser. Après, il a quand même besoin de 3 bras, alors qu'à ce moment-là, il n'en a que 2. Il a donc sacrifié en théorie, ou en tout cas c'est ce que le serment a compris, sa meilleure capacité pour vaincre Gojo. C'est pour ça que la capacité était aussi folle, aussi invisible, aussi puissante. C'est encore pire que si Gojo s'interdisait d'utiliser le violet pour battre Sukuna. Bref, l'inattention de Gojo, pour moi, était légitime. Surtout qu'en plus, on parle de Satoru, celui à qui c'est déjà arrivé 2 fois. Face à Toji, bon là, on pourrait dire qu'il n'avait pas le niveau, mais face à Kenjaku, c'était clairement car il avait baissé sa garde qu'il a été enfermé. Et ça a beau être terrible, moi j'apprécie cette inattention, car ça montre que sa faiblesse, même s'il est le plus fort, c'est qu'il est humain tout simplement. Il peut être fatigué, il peut être émotif, il peut avoir trop confiance, car il a des sentiments. Bon, après Sukuna s'est aussi fait avoir en baissant sa garde quand il a tué Yuta et que Maki en a profité pour le poignarder en plein cœur. Et bien sûr, on pourrait se refaire le combat et se dire que si Gojo avait esquivé Sukuna, il y aurait quand même eu sa forme originelle qu'il gardait pour affronter les élèves. En plus, il avait la découpe du monde. Mais bon, en réalité, Sukuna ne pouvait plus utiliser son extension de territoire. Donc ça aurait été compliqué pour lui de combattre Gojo. Blablabla, blablabla, comme j'ai l'habitude de le dire via ces mots volés d'un grand poète. Avec un si on refait le monde, avec un Uzi on arrose tout le monde. Quoi qu'il arrive, Sukuna a gagné. Est-ce que vous êtes comme Rock Lee et vous pensez que la chance fait partie de la force? Est-ce que vous pensez que l'arrogance fait partie de la faiblesse? Personnellement, je retiendrai juste que Gege Akutami, à travers Gojo et Sukuna, nous a offert un des plus grands combats du shonen. Et au final, le combat a commencé par une provocation de Gojo Satoru, disant que Sukuna était le challenger, et s'est terminé par le fait qu'il a trop eu confiance en lui, et est tombé pour ça. C'est montré depuis le début, sa confiance l'aura perdu, et même si c'était juste un titre, c'est cohérent. Le plus fort, Gojo Satoru, est tombé par orgueil et ne pouvait mourir qu'à cause d'une erreur. Il est resté le plus fort jusqu'à la fin. My best friend!